Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Monsieur, puis-je réveiller votre fille morte? La phrase tomba dans la grande salle vitrée comme une pierre dans un lac calme. Ethan Montgomery, homme d'affaires connu pour ses contrats implacables et ses mains toujours propres, avala sa salive. Autour de lui, les conseillers se tendirent, la secrétaire retint un cri, et la sécurité se demanda s'il s'agissait d'une plaisanterie. La femme en face de lui ne portait ni maquillage ni tailleur. Ses cheveux étaient emmêlés, son manteau élimé et ses mains marquées par l'hiver et le manque. Pourtant, rien dans sa voix n'annonçait la folie, calme, nette, comme si la phrase avait été répétée 1000 fois jusqu'à ce qu'elle en connaisse la vérité. Lily Montgomery, sa fille unique, n'était pas « morte » au sens où le mot s'entend dans les discours publics. Depuis 6 mois elle était plongée dans un sommeil profond après un accident. Les médecins parlaient de coma, de dommages cérébraux, d'espoir réduit à de l'horticulture de mots prudents. Les traitements coûteux se succédaient dans des unités silencieuses, la presse murmurait, la vie d'Ethan, impeccablement ordonnée, s'était fissurée. La présence de cette femme sur le pas de son bureau, au cœur du quartier financier, et sa demande abrupte furent une insulte et une invitation. Ethan, fait de verre et d'acier, sentit pour la première fois que l'argent ne commandait pas tout. L'insulte se mua en curiosité et la curiosité, quand elle est portée par le désespoir, devient décision. Il accepta, sans savoir pourquoi. Peut-être parce que son cœur, caché derrière des comptes et des rendez-vous, était en train de battre d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Peut-être parce que l'idée même de tenter l'impossible était plus tolérable que de rester immobile. Et peut-être, et c'était la vérité, qu'il ne se permettrait qu'à voix basse, parce qu'il préférait croire une inconnue que d'entendre une autre statistique médicale. Ils prirent la route vers l'hôpital comme 2 étrangers happés par la même urgence. Devant la porte automatique de l'unité neurologique, Nora, la sans-abri, posa sa main sur le métal froid, inspira, et dit d'une voix qui n'admettait plus le refus, « Laissez-moi essayer ». L'unité de soins intensifs sentait le désinfectant et la fausse promesse des machines. Ethan suivit Nora à travers un dédale de couloirs où l'on murmurait le nom de sa fille comme si la défier rendrait les choses meilleures. Lily reposait dans une chambre privée, son visage pâle encadré de fils et de capteurs, le rythme régulier du monitor était la seule conversation vraie. Le millionnaire observa, retint ses larmes comme on retient des comptes. Sa main chercha une poignée imaginaire. Il repensa au soir de l'accident, au téléphone qui avait sonné, aux lumières bleues, au personnel médical qui avait parlé en termes techniques. Depuis, la maison était devenue un mausolée silencieux, comme si l'argent avait bâti un sanctuaire mais oublié la clé pour franchir sa porte. Nora s'avança sans s'imposer. Elle posa une vieille boîte de cuir sur la table, l'ouvrit, en sortit un petit violon et un archet pâli. Ethan eut un mouvement instinctif de rejet. Que savait-elle de musique, de médecine, de sa fille? Mais ses doigts serrèrent le bord du fauteuil en cuir, il avait laissé entrer une inconnue. La femme ferma les yeux devant le lit de Lily, posa les doigts sur la table d'hôpital comme si elle explorait une partition secrète. Puis elle commença à jouer, d'abord des notes hésitantes, puis une mélodie ancienne et simple, une berceuse qui semblait venir d'un autre siècle. Les notes n'étaient pas parfaites, elles étaient rugueuses, habitées, et contenaient quelque chose de plus puissant que la technique, une compassion travaillée au cours des années. Ethan sentit quelque chose se fissurer en lui. Ce n'était pas seulement la musique qui le troublait, mais la façon dont Nora la jouait, comme si elle parlait directement à l'âme de Lily, sans passer par les défenses en acier du père. Le moniteur bipa, immuable. La chambre resta silencieuse. Pourtant, au fond d'Ethan, une longueur d'espoir se mit à vibrer. Pendant que la berceuse s'étendait dans la chambre, Ethan regarda la femme. Elle n'était ni folle, ni charlatane, elle portait sur elle des années de perte et de savoirs humbles. Après avoir fini, elle posa l'archet et raconta, doucement, sa vérité. Nora avait autrefois été musicothérapeute dans un centre de réhabilitation. Elle travaillait avec des enfants, des vieillards et des victimes d'accidents. La vie avait fait son œuvre, une série d'erreurs, une addiction nocturne pour anesthésier la douleur, puis la rue. Mais la musique, disait-elle, ne l'avait jamais quittée. Elle connaissait le pouvoir des répétitions, des rythmes familiers, et des mélodies ancrées dans la mémoire profonde.
Elle parla d'un garçon dans un hôpital d'État qu'elle avait aidé autrefois, pas par diplôme, mais par présence, et d'une mère qui, portant un nom qu'elle n'aurait pas voulu répéter, avait retrouvé son enfant par un chant répété. « Ce n'est pas de la magie, monsieur, dit-elle. C'est la mémoire. Parfois, quand on trouve la porte juste à côté du cœur, l'âme répond. » Ethan, qui n'avait jamais connu la rue ni la faim, ne sut quoi faire de ses aveux. Il ressentit un mélange d'admiration et de suspicion, admiratif parce que la femme avait su garder une force insoupçonnée, méfiant parce que tout dans sa vie avait appris à douter des promesses gratuites. Mais il se souvint de Lily, de sa voix, de ses rires, de la façon dont elle aimait la pluie. Et pour la première fois depuis des mois, il admit qu'un espoir, même fragile, méritait d'être tenté. Nora fouilla dans sa boîte et en sortit un carnet usé. Sur la première page, des notes griffonnées et des mots barrés, Lily, pluie, campanule. Ethan frissonna. Comment ce nom pouvait-il être là? Il n'y avait jamais parlé au public, il n'avait jamais chanté sa fille dans la rue. La femme sourit d'un air triste et expliqua qu'elle n'avait pas deviné le prénom. Elle avait entendu la presse, la voix des radios, les interviews secouées d'Ethan, elle avait entendu parler d'une petite fille qui aimait une chanson vieille, une berceuse chantonnée par sa mère au bord d'un lac. Les radios et les articles laissaient des traces, des bribes que Nora conservait comme des talismans. Ce qu'elle partagea ensuite n'était plus du bluff, elle connaissait la chanson que la mère de Lily chantait au coucher. C'était une berceuse irlandaise que beaucoup de familles avaient adoptée au fil des décennies, et que Nora avait apprise étant enfant. Elle demanda la permission de la chanter, pas seulement de jouer. Ethan sentit que franchir ce pas lui coûterait la dignité qu'il restait. Mais il observa la chambre où sa fille, immobile, semblait flotter entre deux mondes, et céda. La voix de Nora fut rauque et tendre. Les paroles, simples, parlèrent d'un lac, du vent et d'une fleur qui attend la lumière. La mélodie enveloppa la pièce, quelque chose se produisit alors que personne ne l'attendait, la respiration de Lily changea, pas assez pour alerter les médecins, mais juste assez pour rendre l'instant tangible. Le moniteur nota un léger ralentissement et ajusta son rythme. Ethan sentit ses mains trembler. La berceuse avait ouvert une micro-fenêtre. Ce n'était pas un réveil définitif, mais c'était une réponse. Il comprit que ce qui était en jeu dépassait son scepticisme, c'était une chance pure. Il prit la main de Nora sans s'en rendre compte. Les jours suivants se jouèrent comme une série de petites batailles, avec le personnel médical, avec les banques, avec les conseils de famille et la presse qui flairait un scoop. Nora demanda simplement le droit de venir chaque jour, d'installer son violon près du lit et de chanter. Les médecins, professionnels et fatigués, acceptèrent à contre-cœur, pourvu que cela ne compromît rien dans les soins. Ethan négocia un espace de tolérance. Il signa des formulaires, paya des frais supplémentaires pour la chambre privée, et mit en place une logistique pour préserver l'intimité. Mais au-delà de l'organisation, quelque chose changea en lui, il cessa de traiter chaque décision comme une transaction. Il programma ses journées autour d'un horaire inhabituel, les visites de Nora. Nora, pour sa part, ne prétendait pas détenir une formule miraculeuse. Elle répétait des chansons, elle parlait doucement à Lily, et elle rapportait des fragments du monde extérieur, le son d'un bus, la description d'un ciel doux, la façon dont les enfants criaient. Elle illuminait l'environnement par la mémoire d'éléments simples. Et à chaque fois, Ethan guettait la moindre étincelle. Il y eut des faux espoirs, des jours où le moniteur réagissait à une modulation minime, des moments où le visage de Lily semblait moins paisible, comme si elle luttait contre un rêve violent. Mais il y eut aussi des petites victoires, un frisson, un clignement, un soupir plus profond. Chacun de ces instants devint un trésor. Ethan se surprit à attendre. À 6 heures du matin, il descendait parfois dans le hall pour fumer une cigarette, la main serrée autour d'un café trop fort. Il observa Nora, qui parlait aux infirmières et riait parfois, comme si elle était revenue d'un autre monde. Il commença à l'appeler par son prénom sans s'en rendre compte. La routine installée permit des confidences. Dr Caroline Reynolds, neurologue en chef, se montra honnête. Elle expliqua les limites médicales, le coma de Lily présentait des lésions diffuses, et il n'existait pas de protocole certain pour réveiller quelqu'un. Mais elle admettait aussi ce que ses collègues avaient observé, la musique et la stimulation émotionnelle pouvaient déclencher des réponses.
Nous ne pouvons promettre de miracle, dit-elle, mais nous pouvons permettre à la famille de tout tenter tant que cela ne nuit pas aux patients. Ce cadre autorisa Ethan à poursuivre, mais lui posa une nouvelle question: pourquoi avait-il accepté de laisser une sans-abri faire ce travail à sa place? Une réponse cruelle lui vint: parce que l'on pouvait être seul, au cœur d'une fortune, et ne plus savoir à qui s'adresser pour implorer. Mais au fond, il découvrit une autre vérité: Nora apportait quelque chose que l'argent ne pouvait acheter, une humanité brute, une manière de parler à la mémoire comme si elle était vivante. Un soir, alors qu'il attendait la sortie de Dr. Reynolds, Ethan se confia plus qu'il ne l'avait prévu. Il raconta l'enfance de Lily, la première fois qu'elle avait chanté à l'un de ses cafés, la rage et la culpabilité qu'il avait éprouvée en la conduisant cette nuit-là. Il parla de l'accident, des sirènes, et de la sonnerie d'un téléphone qui avait changé sa vie. La confession le soulagea et l'exposa. Nora écouta, sans jugement. Elle posa parfois une question, pas pour attaquer, mais pour comprendre. Comprendre, pensa Ethan, est la première étape pour réparer. Le temps cessa d'être linéaire. Les heures se divisèrent en avant le chant, après le chant. Les amis d'Ethan cessèrent de l'appeler, sa présence à la tête de son entreprise devint sporadique. Il fit venir des spécialistes, acheta des équipements à la pointe, mais ce ne furent pas les machines qui façonnèrent la patience, ce fut la persévérance de Nora. Elle chantait des chansons que Lily avait aimées enfant, parfois des onomatopées, parfois des airs improvisés. Elle parlait aussi à Lily de choses anodines: la pluie sur le toit de leur maison imaginaire, le goût de fraises, le bruit d'une bicyclette qui grince. Chaque détail cherchait à réveiller un fragment de quotidien. Une nuit, alors que Nora jouait, Lily bougea déterminée, ses doigts serrèrent l'étoffe de la couverture. Ce fut un petit geste, presque risible pour un observateur extérieur, mais pour Ethan ce fut comme voir la main de sa fille traverser la vitre d'un aquarium. Il pleura, sans pudeur. La nouvelle fut consignée, étudiée, publiée en petits paragraphes discrets par un journaliste local qui passait par l'hôpital. La ville parla. Certains doutèrent, d'autres virent une histoire de renaissance. Des associations proposèrent leur aide à Nora, d'autres tentèrent de profiter de la situation. Ethan dut protéger le fil fragile qui reliait sa fille au monde. Mais ce sont les nuits d'attente qui marquèrent le plus. Elles forgèrent une étrange famille: Ethan, Nora, quelques infirmières fidèles et la silhouette immobile de Lily. Ils partageaient un but muet, nul ne pensait que la route serait courte. Un après-midi, un visiteur imprévu franchit la porte de l'hôpital: Marcus Blake, l'ancien chauffeur de Lily, celui qui conduisait la voiture la nuit de l'accident. Son visage portait la fatigue des culpabilités refoulées. Il venait avec des papiers, des souvenirs, et une volonté maladroite de se racheter. Marcus confessa ce qu'il avait eu: il avait bâclé l'entretien du véhicule parce qu'il passait par une période financière difficile. Cette confession ouvrit une plaie dans la famille Montgomery. Ethan fut d'abord en colère, puis apitoyé. Le pardon n'est jamais immédiat, il se tisse au fil des actes. Nora, qui connaissait la force des récits, parla à Ethan de la différence entre culpabilité et responsabilité. Elle ne cherchait pas à excuser Marcus, mais à dénouer la corde qui enserrait les cœurs. Elle expliqua comment la honte pouvait immobiliser plus sûrement que le coma. Cette visite fit remonter à la surface d'autres souvenirs, des disputes domestiques, des promesses non tenues, des soirs où l'on avait choisi le travail plutôt que la présence. Ethan comprit alors que réveiller Lily n'était pas seulement un acte médical, c'était une invitation à se réveiller lui-même. 6 mois et quelques jours après l'accident, quelque chose de rare se produisit. Une phrase, presque inaudible, glissa hors des lèvres de Lily. Pas un mot conscient, pas une déclaration, mais un souffle vocal qui porta une syllabe: papa. La chambre explosa de son contenu, les machines bipèrent, une infirmière lança un appel, Dr. Reynolds entra à la trotte. Ethan se jeta vers le lit, prit la main tiède de sa fille. Le mot était fragile comme une brindille, mais il contenait tout, l'évidence d'un lien qui résistait. Les examens suivants furent prudents. La neurologie parla de récupération partielle, de mémoire implicite, et de la façon dont l'émotion pouvait réveiller des connexions. Les spécialistes prirent des notes, firent des théories. Pour Ethan, la science importait peu, le mot « papa » fit vaciller un empire et le rendit à lui-même. Nora,
qui se tenait au fond de la chambre, sourit en silence. Elle ne revendiqua rien. Cette première parole appartenait à Lily, et à personne d'autre. Elle savait pourtant que la route serait longue, articuler, reconnaître, reconstruire. Mais la parole était un début, le mot qui balise une traversée. La convalescence de Lily devint un chantier patient. La physiothérapie, la rééducation cognitive, les tests neurologiques, tout prit place dans un balai minuté. Ethan, désormais moins prisonnier de son arrogance, s'impliqua autrement, il engagea des thérapeutes, organisa un planning, mais apprit surtout à écouter. Nora continua d'être présente. Peu à peu, la société s'adoucit autour d'elle, des voisins lui apportèrent des vêtements propres, une association lui trouva un logement temporaire, et certains donateurs anonymes envoyèrent des contributions pour ses besoins. Ethan, dans un geste qu'il n'aurait jadis pas considéré, employa Nora à mi-temps pour travailler auprès des patients de l'hôpital, non comme faveur, mais parce qu'il avait vu le pouvoir de sa manière d'être. Ce poste fut l'étape d'une réhabilitation, un salaire régulier, un lit propre, la possibilité de retrouver une dignité. Nora n'était pas sauvée par la philanthropie d'un riche, elle avait été reconnue pour ses compétences. C'était une forme de justice plus fine que toute charité. Lily, elle, progressa lentement. Certains souvenirs revinrent, d'autres restèrent brouillés. Elle se remit à rire parfois, à pleurer parfois, et à s'agacer contre l'imperfection du monde. Le rôle d'Ethan changea, il devint gardien, complice, peu à peu, père vrai. La presse fit son retour, plus féroce, plus curieuse. Certains médias cherchèrent à transformer l'histoire en spectacle, une sans-abri miraculeuse, un millionnaire transfiguré. D'autres accusèrent Nora de stratégie, insinuant qu'elle cherchait une rente ou une reconnaissance. Les rumeurs blessèrent. Ethan fit face aux journalistes avec une nouvelle posture, honnêteté. Il démentit les théories sensationnelles, défendit Nora, et reconnut sa propre naïveté. La vérité qu'il assuma le rendit plus humain aux yeux de ceux qui voulaient bien regarder. Certains le raillèrent, d'autres le félicitèrent. Nora, quant à elle, refusa les interviews. Elle refusa la pitié publique et le triomphe médiatique. Pour elle, la victoire était ce matin où Lily avait ri sans forcer, sans qu'un appareil Y pousse. La vie privée retrouvée valait plus que n'importe quelle coupe de presse. Le monde extérieur, cependant, n'est pas tendre avec les histoires qui résistent au cadre simple. Mais il arrive que la simplicité se brise et laisse place à une réalité plus douce, la vérité complexe d'une guérison partielle et d'une reconstruction humaine. Au fil des mois, la famille Montgomery se recomposa. Des rituels émergèrent, le petit déjeuner tous ensemble, des promenades lentes dans un parc, la musique toujours présente. Lily apprit à mettre des mots sur ses peurs. Ethan apprit à ne pas tout résoudre par le contrôle. Nora apprit à reprendre confiance en elle. Il y eut des jours sombres, des rechutes, des tests qui indiquaient un plafond pour certaines fonctions. Mais il y eut aussi des instants de grâce, Lily qui prit la main de Nora et la serra comme on salue une alliée, Marcus qui vint travailler pour réparer les voitures de la famille, Dr Reynolds qui sourit en voyant une courbe de progrès. Ethan, transformé sans renoncer à son intelligence des affaires, créa une fondation pour soutenir les thérapies non conventionnelles en neurologie et offrit des bourses aux anciens sans-abri ayant des compétences utiles mais pas d'accès au marché du travail. Il n'effaça pas tout ce qu'il avait fait, mais il replaça l'humain au centre de certaines décisions. Nora trouva un père adoptif en Ethan et une amie fidèle en Lily. Elle travailla avec une équipe multidisciplinaire et devint la personne que beaucoup appelaient pour des cas complexes. Elle avait payé cher pour son savoir, la rue, la solitude et la peur, mais elle l'avait converti en force. Un matin lumineux, alors que les feuilles d'automne commençaient à parsemer le trottoir, Lily ouvrit les yeux de manière claire. Ce n'était pas un éclair divin, c'était un processus, une accumulation. Elle prononça une phrase complète, « Maman, raconte-moi encore l'histoire du lac. » Ethan sentit son cœur se fissurer dans un sens salutaire qu'il savait que la mère de Lily, décédée des années plus tôt, parlait dans les souvenirs de sa fille. La requête de Lily n'était pas seulement vers sa mère absente, c'était vers la mémoire, vers la continuité. La ville suivit cette progression avec un mélange d'intérêt et de résignation. Pour Ethan, la victoire n'était pas totale, mais elle était réelle. Il remercia plus souvent, s'excusa quand il fallait, et apprit à laisser les choses aller.
Nora, qui avait été la voix qui avait commencé le réveil, ne chercha aucune gloire. Elle continua de traverser les hôpitaux, parfois en public, parfois en silence. Elle ne revendiqua jamais la paternité du miracle, le mot était imposteur, l'acte véritable était la présence inlassable. Quelques mois plus tard, lors d'une petite cérémonie privée, Ethan fit de Nora la directrice d'un programme de réintégration. Ce ne fut pas un geste mercantile mais un engagement, donner des chances à ceux que la vie avait poussés hors du chemin. La question initiale, puis-je réveiller votre fille morte? Contenait une audace qui valait la peine d'être entendue. Ce n'était pas une promesse d'omnipotence, mais une proposition d'humanité, essayez, répétez, écoutez. La fille, morte, était, en vérité, endormie dans des couches de douleur et de solitude, elle avait répondu à la musique, à la voix, et surtout à la constance d'une présence. Ethan comprit quelque chose d'essentiel, la richesse n'est utile que si elle sert la réparation. Nora comprit qu'on peut redevenir soi-même quand on reçoit une deuxième chance, non pas par grâce, mais par travail et reconnaissance. Lily comprit, au fil des paroles, que les souvenirs ne laissent jamais personne tout à fait seul. Dans la ville, les gens continuèrent leur vie, certains ravis, d'autres sceptiques. Mais partout où la berceuse avait été chantée, il restait une petite ouverture, la possibilité que la musique, la présence et la dignité puissent réveiller non seulement des corps, mais des familles, des cœurs et des vies. La dernière image est simple, une fenêtre ouverte sur un matin d'octobre, une fille qui s'étire et demande une histoire, un père qui la raconte, et sur le pas, une femme au violon qui sourit. Ce qui a été réveillé n'est pas seulement Lily, c'est la capacité des humains à retrouver l'humain chez l'autre.